Merci de votre invitation. J'espère que voilà, il n'est pas trop tard pour un petit peu de philosophie. Je vais faire assez simple, le plus simple possible. Bon, c'est vrai que j'ai fait un livre qui s'appelle Participer, essai sur les formes démocratiques de la participation. Et donc c'est une question que j'ai commencé à traiter il y a une bonne quinzaine d'années, que je trouvais extrêmement intéressante, et ce livre n'était pas destiné à critiquer l'idée même de participation, mais au contraire à lui donner le plus de poids possible. Et c'est la raison pour laquelle je me suis occupée de participation dans tous les champs politiques, mais pas uniquement, aussi social, familial, éducatif, médical, etc., pour montrer que finalement la participation n'est pas d'ailleurs quelque chose de très rare, c'est quelque chose de très banal, qui intervient par petits paquets en quelque sorte dans le quotidien. Par exemple, sans doute il en a été question, mais sans doute beaucoup d'entre vous font des balades, des randonnées, et s'organiser ou vont manger au restaurant avec des amis le soir, un soir de la semaine ou un soir du week-end. Et en fait, cette convivialité ou cette sociabilité dont il a été question met en jeu des participations au sens très fort du terme, qui sont donc engrangées en quelque sorte dans notre quotidien, mais qui ont du mal à trouver des formes, je dirais, à un plan plus collectif, et encore des difficultés encore plus grandes pour trouver des formes au plan politique. Donc c'est pour ça que j'avais travaillé sur cette notion de participation en séparant en fait l'idée de participation en trois volets en quelque sorte, que j'énonce simplement ici: prendre part, donc prendre part, c'est-à-dire non pas être la partie d'un tout, mais être le membre participant d'une activité qui est en cours. Par exemple, on peut prendre part à un jeu, hein, c'est très typique. Alors évidemment, le joueur n'est pas une partie du jeu, mais le joueur est disons, le preneur d'une part dans un jeu sans laquelle le jeu ne serait pas possible. Donc il y a cette distinction entre prendre part et faire partie qui me semblait vraiment importante à considérer, surtout si finalement on dévie la question vers des problématiques de société ou de culture, en particulier vers les problématiques de ce qu'on appelle l'identité, parce que justement l'identité signifie faire partie. Hein, donc là je voulais vraiment bien distinguer les choses. La deuxième phase en quelque sorte consiste à, alors j'avais dit, apporter une part ou encore contribuer. Et cette contribution est vraiment importante dans le champ politique, mais aussi dans le champ artistique. On peut même dire que sans le fait d'apporter une part à un artiste, ou plus exactement une œuvre d'art, ne serait pas une œuvre d'art. Donc l'idée de la contribution est quelque chose qui peut nous permettre d'envisager le fait de participer, non pas comme un don, hein, voilà, je pense qu'il y a toute une anthropologie de don, non pas vraiment comme un don, mais comme le fait disons, d'apporter quelque chose de soi qui est, je dirais, conforme, ou en tout cas en partie conforme aux attentes, ou en tout cas susceptible d'être compris, accepté, intégré par le destinataire ou le récipiendaire. C'est ça, contribuer, c'est-à-dire par exemple, si je vous apporte quelque chose que vous êtes incapable d'utiliser, c'est pas de la contribution. Et donc, cette adaptation de l'offre à, non pas la demande, hein, voilà, c'est compliqué, mais ça se comprend bien. Donc l'adaptation de ce qui est donné ou ce qui est offert ou la part qui est apportée à un horizon possible d'usage, le mot a été beaucoup utilisé aujourd'hui, est quelque chose qui me semble vraiment très important. Il y a des tas de choses qui sont données, alors c'est ce que SED appelle les capacités aujourd'hui, donc il y a des distinctions qui sont à faire ici à ce niveau-là, entre justement les possibilités abstraites et les possibilités concrètes. Les possibilités concrètes supposent que, évidemment, le donateur ou peu importe, le contributeur soit au fait de ce que l'environnement récipiendaire est capable de prendre ou d'intégrer dans sa propre expérience. Et puis bon, la troisième partie là que j'annonce simplement, la troisième phase qui correspond donc au fait de recevoir une part, et pour une raison qui est très simple, ou encore de bénéficier, hein, c'est l'idée du bénéfice, ce qui correspond tout à fait, tout simplement à cette expérience que tout le monde connaît parfaitement, à savoir que pour participer, au sens complet du terme, il faut avoir reçu un certain nombre de biens, de ressources, de capacités, de capacité peut-être, de compétences, de virtualité, de désir, d'émotion de la part de son entourage. C'est-à-dire que personne n'est
je dirais nativement, spontanément, dès l'origine, participatif. Et personne n'est doté, si vous voulez, directement, dès la naissance, de tous les éléments qui le constituent ou qui le constitueraient comme une individualité pleinement participante. Vous laissez, donc, je pense aussi à la famille, à l'environnement social, à l'environnement politique, à la commune, peu importe, au collectif d'artistes, de fabriquer en quelque sorte les occasions que les individus appelés à participer reçoivent les moyens de le faire effectivement. Et ces moyens je voudrais insister un petit peu là-dessus maintenant, ces moyens sont extrêmement nombreux, ils touchent à l'éducation, ils touchent à la formation, ils touchent aussi à l'entraînement, ils touchent à toutes sortes de, d'outils ou de méthodes, c'est un mot aussi qui a été énoncé assez régulièrement au cours de cette journée, qui, encore une fois, n'existent pas spontanément dans la nature ou dans l'esprit des gens, mais qui sont le fait d'un travail communautaire qui se communique aux individus un par un, sur la base d'entretiens, de rencontres, d'échanges, de formations individualisées, etc., etc. Et je pense que, voilà, si je voulais... j'avais envie de réagir, je n'ai pas préparé de topo dans l'extrait, mais je voulais réagir à la journée d'aujourd'hui à travers un certain nombre de termes que j'ai notés et qui pourraient être utiles, je dirais, de préciser. Et le premier terme, justement, est lié à ce que je viens de dire, c'est le terme d'enquête. Je pense que, d'une certaine façon, ce n'est pas un terme qui a été beaucoup utilisé, mais qui peut avoir ici son utilité, dans la mesure où, justement, l'enquête est à la fois le garant d'une objectivité, le garant d'une historicité, le garant d'une certaine vérité partageable, mais en même temps le garant d'une rencontre, d'un contact, d'une mise à l'épreuve de ses opinions dans le rapport, la discussion, l'échange, le dialogue avec l'autre. Donc je dirais qu'il ne s'agit pas, et je pense que tout le monde ici fait de l'enquête plus ou moins en le sachant ou sans le savoir exactement, mais que c'est une dimension, il me semble, qui est vraiment importante dans tous les dispositifs et les expériences qui ont été mises en exergue ici ou qui ont été présentées et commentées. Pourquoi ? Parce que sans l'enquête, il n'y a plus que, je dirais, des réactions, des prises de parole, des positionnements unilatéraux. C'est-à-dire, et ça on le voit souvent dans les projets participatifs, c'est-à-dire que les gens disent « je participe, c'est-à-dire que j'émets mon opinion, et je tiens à mon opinion parce que c'est la mienne ». Ou alors d'autres vous diront je vous consulte, mais voilà, notre contact s'arrêtera à cette consultation. Donc tous les termes qui ont été utilisés, que ce soit que tous les en fait, qui ont été énoncés au fur et à mesure, peuvent être unilatérales s'ils n'entrent pas dans un processus d'enquête. Le processus d'enquête, en fait, est à la portée de tout le monde, commence par, d'une part, le fait de se poser une question sur la qualité de sa croyance, de sa propre croyance. Et l'enquête commence par soi-même d'une certaine façon. Et de fait, interroger, je dirais, le fondement, la base, la pertinence de sa croyance, enfin sa croyance au sens, non pas religieux, mais au sens très général de son opinion, c'est d'emblée se donner des outils pour partager cette opinion. Et sur la question de l'environnement, sur la question de l'habitat, sur la question de l'habiter, c'est vraiment fondamental parce qu'effectivement, personne ne peut estimer être le dépositaire d'un savoir absolument certain et d'une certitude non négociable, mais en même temps, personne dans l'habitat ne peut être considéré comme le pur et simple destinataire d'une politique qui le nie, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, l'enquête, ça permet de fluidifier les rapports entre l'habitant qui n'a pas le savoir absolu. Moi, je ne pense pas que les habitants, de même que les regardeurs d'art, de même que les destinataires de quelque pratique que ce soit, soient naturellement, disons, dotés d'un sens qui leur permette, qui lui permettrait d'avoir un avis autorisé, légitime, objectif, c'est-à-dire partageable, sur la proposition qui lui est faite. Donc il n'y a pas, si vous voulez, l'argument d'autorité tombe à partir du moment où on est entré dans un processus d'enquête. Et de l'autre côté, il en va de même, c'est-à-dire que effectivement, ni l'artiste, ni l'aménageur, ni l'urbaniste, ni l'expert, ni l'élu
ne peut considérer, dans un dispositif d'enquête, que sa parole a plus de poids, ou qu'elle est plus vraie, ou qu'elle échappe à la discussion parce qu'elle est imbibée en quelque sorte de certitude et de vérité scientifiquement établie par rapport à celle des autres. Donc c'est ça l'enquête, c'est cette mise en circulation de sa pensée, non pas pour la relativiser, pour dire bah non, finalement il n'y a plus de vérité, mais vraiment pour créer un point de contact, pour créer un point de rencontre, pour créer un point qu'on peut appeler une situation au sens pragmatiste, c'est-à-dire une réalité qui peut être environnementale, qui peut être urbanistique, qui peut être architecturale, qui peut être artistique, peu importe, qui peut être philosophique, mais en tout cas créer un point de contact, une situation qui n'est réductible, enfin qui ne ressemble à la situation d'origine ni d'un partenaire ni de l'autre en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on crée des situations. Et c'est la vertu de l'enquête. Alors je ne détaille pas les méthodes, parce que ça suppose des méthodes, ça suppose des formations, ça suppose plein d'outils, ça suppose beaucoup de tâtonnements, d'erreurs aussi évidemment, de disputes, de conflits. Mais l'idée c'est que c'est Peirce, un des fondateurs de Pragmatisme, qui disait le plus important c'est laisser la voie de l'enquête ouverte. Et ça me semble vraiment fondamental dans les dispositifs participatifs, concernant ces dispositifs, quels qu'ils soient. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des distinctions qu'autrement on a beaucoup de mal à considérer. Par exemple, alors je voulais rebondir, je ne sais plus, je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé. Donc en tout cas, je voulais rebondir sur... On est à 12-13 minutes. Comment ? On est à 12-13 minutes. Du début. Ah oui, bon d'accord. Ça va très très vite. Oui, donc voilà, il y a un terme sur lequel j'avais envie de rebondir le plus rapidement possible, donc c'est le terme de lieu, ou plus exactement d'espace public. Pour le critiquer, il proposait d'utiliser la notion de lieu public plutôt que d'espace public, ou même de lieu plutôt que d'espace. Et puis l'autre terme sur lequel je voulais rebondir aussi, c'était celui de forme, en quelque sorte. Enfin, non pas de rebondir parce qu'il a été assez prononcé, mais de suggérer que de penser en termes de forme pourrait être utile également pour penser disons, la réalisation d'une pleine participation au niveau des dispositifs d'aménagement participatif du territoire et des lieux. Alors pourquoi la différence entre lieu et espace? Alors ça serait beaucoup trop long de l'expliquer entièrement, mais je vais juste prendre un exemple qui est l'espace, enfin qui est l'aménagement de la place de la République récemment à Paris. Cet aménagement a, disons, reconduit, sans aucune critique, sans aucune discussion, alors même que les gens ont été consultés, un art pompier, une célébration de symboles de la République, enfin du républicanisme triomphant. C'était d'ailleurs la première ligne de l'appel à projet. Cet aménagement a été fini il y a 1 an, quelque chose comme ça. Alors, bon, donc en fait, on a aussi reconduit, il n'y a eu aucune discussion autour de l'emplacement, la question de l'emplacement de la statue de la République, qui auparavant était située d'ailleurs à un autre endroit de la place. Il n'y a pas eu de discussion concernant l'histoire de la place de la République. J'ai lu tous les dossiers sur la question, les habitants ont participé, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont adhéré à des formes, je dirais, surannées, classiques, et d'ailleurs, je dirais, du point de vue de la démocratie, tout à fait scandaleuse, sans même poser des questions qui, quant à elles, avaient été posées, je dirais, en 1870-1878, au moment où, sous la Troisième République, on se pose la question de quoi faire de cette béance dans Paris qui a été créée par le baron Haussmann afin de contrôler les faubourgs, de détruire les théâtres et de créer des casernes. C'est ça, la place de la République est quand même un objet politique, si vous voulez, qui était destiné à contrôler Paris, pour toutes sortes de raisons. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en entre 1875 et 1878, les gens participent, enfin ils ne sont pas invités à participer, mais ils participent. Et ils participent de telle manière que, finalement, cette statue de la République est honnie et elle doit être transportée clandestinement pendant la nuit pour être installée sans créer une espèce de grosse convulsion sociale dans Paris. Et ce contraste, moi, me frappe. Je veux dire que là, il y a vraiment, moi, je trouve, des questions. C'est-à-dire que, dans quelle mesure, finalement, la participation, encore une fois, concernant le réaménagement de la place de la République, ce qui s'est passé, c'est qu'on a adhéré à l'idée d'un espace public. C'est-à-dire qu'on a adhéré à une histoire officielle
Et je pense que là, on parlait à un moment donné de la différence entre la grande histoire et la petite histoire. Je ne pense pas que la grande histoire et la petite histoire s'opposent. Je pense qu'il y a l'histoire avec un H humble, objectif, scientifique et partageable. Et il y a l'histoire qui est vraiment une fiction qui est dont la finalité est politique, si vous voulez, dont la finalité est la reconduction d'une forme de domination politique. Et je ne dirais pas non plus que cette histoire scientifique et cette histoire fictive s'opposent comme je dirais, l'affect ou le sentimental ou le ressenti, le vécu s'oppose à l'impersonnel, l'anonyme, etc. Pas du tout. Parce que le problème de notre histoire officielle, c'est que d'une part, elle cache énormément de choses, mais c'est que d'autre part, elle suscite aussi des symboles, des affects, et on le sait bien, le résultat des élections est là aussi pour le montrer. C'est-à-dire que cette histoire officielle est une histoire qui est fausse, qui est fausse, au sens où elle masque encore une fois des événements qui ont été gommés en quelque sorte de la mémoire, mais en même temps, elle suscite de l'affect. Elle suscite même d'autant plus d'affect qu'elle est officielle, je dirais. Hein. Donc ça va un peu ensemble. Donc ça me semble vraiment intéressant ici de voir qu'il existe des espaces publics, et ce que j'appelle, voilà, espaces publics, c'est finalement l'ensemble des endroits, voilà, j'essaie de trouver un terme neutre, l'ensemble des endroits qui sont sanctuarisés en tant que lieu de démonstration ou d'ostentation d'un pouvoir qui peut être médiatique, commercial, économique ou politique, peu importe. Et l'espace public, d'ailleurs, là je ne peux pas l'expliquer, mais l'espace public c'est vraiment construit de cette façon. Il n'existe pas, ce n'est pas une notion qui existe au XVIIIe siècle. Hein. Et d'ailleurs, on pense que le modèle de l'espace public c'est l'agora. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on parle justement de place publique. La place c'est the place, le lieu, c'est tout autre chose. Quant à l'agora, ça, de fait, aussi étrange que cela puisse paraître, ça n'était pas le lieu où se réunissaient les citoyens grecs. Les citoyens se réunissaient sur une colline qui était en dehors d'Athènes et qui la surplombait, qui s'appelait le Pnyx. Quant à l'agora, c'était le lieu de rassemblement des députés de la Boulée. Et donc on voit que c'est aussi cette histoire officielle, c'est vraiment des espèces de transformations successives qui s'interposent entre notre culture démocratique que nous essayons de recréer, de refaçonner, de faire vivre, et finalement notre culture antidémocratique, qui est en partie royaliste, en partie féodale, en partie républicaine, en partie nationaliste et en partie fasciste. D'ailleurs, on peut repérer des continuités stylistiques entre ces différents moments de notre histoire. Enfin, c'est pas moi ça a été analysé en détail par des spécialistes. Donc, voilà pourquoi l'idée d'un lieu public, ça n'est pas une idée modeste, le lieu. C'est une autre idée du public que celle de l'espace public. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier, disons, pointer aujourd'hui, disons, le caractère inquestionné, non questionné, je dirais inconscient, impensé, des formes d'art public ou des formes d'intervention publique qui généralement, de manière très subreptice, de manière totalement inhabile d'ailleurs, parce que le problème n'est pas là, c'est juste qu'il y a un inconscient qui est en jeu dans cette affaire-là. Donc de manière absolument subreptice, impose des formes qui sont totalement contraires, et y compris dans les dispositifs participatifs, des formes qui sont totalement contraires à l'effet escompté. Et là, je voudrais donc terminer en disant qu'effectivement, ça m'a frappé au cours de la journée de constater une déconnexion relative entre les formes esthétiques, ce qu'on appelle les formes, c'est-à-dire l'esthétique, ou l'art, c'est-à-dire les formes susceptibles d'intensifier la nature des expériences en jeu, c'est-à-dire l'expérience démocratique, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, quelles sont les formes capables d'intensifier cette expérience démocratique qu'on essaie de recréer, sachant que j'appelle art ou sentiment esthétique des formes capables d'intensifier une expérience en général. Donc, Daesh, par exemple, manie ça très bien. Donc, eux, ils ont une réflexion sur des formes capables d'intensifier ce qu'ils veulent faire passer. Il suffit de regarder, d'entendre même les clips qu'ils postent sur Internet. Donc, quelles sont les formes capables d'intensifier notre expérience démocratique? Et là, ce qu'on constate aujourd'hui, je pense, en partie, c'est qu'il y a une certaine
un certain manque à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs présentations, alors je ne lance pas du tout la pierre à qui que ce soit, et c'est pas du tout, c'est juste une contribution que j'essaie de faire. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à certains moments, il y a des réflexions d'ordre plastique, formelles, mais c'est comme si elles étaient déconnectées finalement du projet. Elles sont en marge. Je trouve qu'il n'y a pas de lecture plastique des lieux. Par exemple, j'étais très frappée par les contreforts de la place du Treil. J'ai trouvé ça vraiment fantastique d'avoir cet élément-là. Je me suis demandé même qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment ça peut être réintégré. Moi, j'ai une vision plastique de cette place, mais très très partielle, parce que j'en ai vu que quelques images qui étaient fort belles au demeurant. Et donc, je pense que, encore une fois, il ne s'agit pas de transformer tout le monde en grand article génial qui se produit dans des foires internationales. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'effectivement, un travail participatif du type dont il est question ici suppose aussi, je dirais, un entraînement au regard plastique et peut-être aussi au faire plastique. C'est-à-dire il ne s'agit pas de faire du grand art, encore une fois, mais de situer en quelque sorte l'interrogation sur la forme un peu au centre de la démarche. Moi, ça me semblerait un complément vraiment... D'ailleurs, il y en a plein qui le font, hein, je pense que c'est fait en partie, mais qu'il y a peut-être à mettre l'accent plus crûment, plus volontairement sur cet aspect-là, qui me semble être un bon moyen, justement, de penser la politique, enfin, de penser ce que pourrait être une intervention culturelle, de type culturel, véritablement démocratique. Voilà, je m'arrête là. Merci. Bernard Dufour, militant associatif à Romans-sur-Isère. Je voulais rebondir un petit peu sur ce qui était dit justement concernant la responsabilité de tous les acteurs de la participation, entre guillemets, quand ils entament un processus participatif auprès d'habitants, auprès de personnes. À savoir, j'ai vu de nombreuses, je parle en tant qu'usager, et j'ai vu de nombreuses propositions de participation qui en fait étaient très cosmétiques, qui ne faisaient qu'accompagner des projets déjà préétablis. Alors j'ai été content de voir qu'il y avait des projets qui avaient été réellement accompagnés, enfin qui étaient revenus vraiment vers les habitants, mais je me demandais s'il n'y aurait pas une nécessité, justement, on parlait de forme, et qu'il n'y aurait pas une nécessité de forme justement sur les démarches participatives ou sur les démarches co-construites, concernant finalement la possibilité de responsabilisation et de prise de décision des habitants, des gens qu'on consulte, dans la réalisation des projets. J'ai souvent eu l'impression qu'on demandait simplement aux gens de participer pour faire joli, et j'en ai conçu moi beaucoup de frustration en tant qu'usager, en tant qu'habitant. Voilà, donc je voulais faire part de cette frustration, de ce manque que j'ai souvent rencontré dans les processus participatifs, et qui conduit au bout du compte souvent les habitants consultés à se désintéresser des questions, et donc à se désintéresser aussi de la vie politique en général. Voilà. Je veux juste dire un petit mot. Je pense que vous avez raison, et que le manque d'une forme commune, parce qu'une forme, enfin là, les formes dont on parle ici serait une forme dans l'idéal commune, disons effectivement démobilise les gens. Je pense que c'est vraiment comme un lieu public, comme une place ou une aire de jeu, une aire de loisirs, c'est profondément fédérateur. Et ce qui est intéressant dans les lieux, c'est qu'ils permettent des pluralités d'usage. Donc le lieu, si vous voulez, va toujours avec une pluralité d'usage, ce qui n'est pas le cas de l'espace. Regardez un espace public et vidé, avec typiquement au centre une sculpture, voilà, vous le posez, là, vous n'avez aucun usage possible. C'est-à-dire qu'en fait, les individus sont tous sous le regard les uns des autres, ce qui ne permet pas de détricotage nécessaire. Et là, le jardin partagé était très intéressant à observer de ce point de vue.
détricotage nécessaire entre, par moment, le social et l'individuel. Donc on n'a pas tout le temps envie d'être, on a envie d'être seul aussi parfois, ou de faire des choses à deux, ou de se retirer, ou d'être au contraire avec les autres. Et c'est ça qui permet un bon jardin public en quelque sorte. Mais bon, je repasse la parole tout de suite, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, et il en a beaucoup été question tout au long de la journée, c'est que la seule forme finalement qui va de soi et qui joue son rôle, c'est le repas. Ça, c'est la forme. Et bon, est-ce que ça suffit? Voilà, parce que effectivement, même les fascistes mangent, si vous voulez, il y a des rituels. Non, enfin, je veux dire, pour les antidémocrates, c'est pas une forme qui est spécialement démocratique. Bon, on peut penser à une démocratie du repas, je ne sais pas. Je pense qu'il y a vraiment une forme là que tout le monde aime, et qu'on appelle convivialité. Et j'ai écrit d'ailleurs dans mon livre Participer un chapitre sur, je ne vais pas appeler ça convivialité, mais sociabilité. Et la sociabilité, elle est définie par exemple par Zimmel ou d'autres sociologues, mais surtout Zimmel, comme un fait social pur, c'est-à-dire, c'est déjà chez Aristote d'ailleurs, la sociabilité, c'est le goût de la compagnie d'autrui. C'est juste ça. Cet amour de la compagnie d'autrui, ce plaisir qu'on prend à la compagnie d'autrui et qu'on va rechercher parce qu'on a plaisir à être en compagnie. Le repas est évidemment une forme de convivialité, de rencontre qui est très très plaisante. Christelle Blouette, tu veux dire. Bonjour, il ne faut pas parler trop près du micro. Donc moi je suis Christelle Blouette, je coordonne une association qui s'appelle Réseau Culture 21 et comme Elisa invite à le faire, il ne faut pas lâcher. J'ai du mal à ne pas nommer ce que Joël Zask a beaucoup nommé sans le dire avec un mot chapeau, qu'on appelle nous les droits culturels. Je trouve que Joël a réintroduit beaucoup de notions que moi j'ai cherché toute la journée, j'en ai trouvé certaines et d'autres pas, effectivement, dans le témoignage des projets. Celles que j'ai pu trouver étaient essentiellement, étaient très fortes sur la question du droit à l'information, sur la coopération, sur les processus d'éducation, sur le droit de participer dans une certaine mesure, et effectivement les notions d'expression identitaire et communautaire, avec toute l'acception large qu'on en a dans la déclaration de Fribourg, parce que c'est le point d'appui avec lequel on travaille nous, ont été peu ou trop peu présentes, c'est vrai, par rapport à l'ambition des projets de participation. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais quand même l'interrogation que nous on se pose, et c'est la manière dont on travaille les droits culturels, c'est dans leur interprétation à travers les pratiques. On propose aux personnes de s'interroger dans leur pratique à la prise en compte ou à la manière dont elles donnent place ou elles font place aux personnes, et où la manière... C'est assez difficile à exprimer en très très peu de mots, mais ou comment dans ces projets-là les personnes arrivent à trouver leur place à elles et pas uniquement être en adhésion dans un projet commun rassembleur. Et c'est vrai que c'est beaucoup ce phénomène d'adhésion à un projet commun rassembleur, ou comment on arrive à trouver un objet commun qui fait consensus, on en parlait ce midi, et finalement comment on laisse de côté ce qui en fait ne fait pas consensus, alors qu'il nous semble qu'aujourd'hui il faut absolument travailler ce qui ne fait pas consensus et ouvrir des espaces de débat là-dessus, et c'est ça notre boulot dans l'espace public et sur la place publique aujourd'hui à mon avis. Et les droits culturels nous aident beaucoup à travailler ça avec des repères qui nous évitent de glisser. Voilà, je voulais témoigner de ça. Alors, Joël, derrière les droits culturels, derrière la théorie de l'enquête, il y aurait une approche commune? Oui, ça c'est vrai, c'est un très bon problème. Bon, après, les droits culturels sont un aspect de l'enquête, mais il est vrai que dans la mesure où on peut considérer l'enquête comme le résultat d'une trajectoire que deux personnes font pour se rencontrer quelque part et créer un point à la fois de rencontre et d'accord. Alors cet accord peut être plus ou moins étendu, il peut prendre toutes sortes de formes, ce qu'on appelle l'agreement, le fait de se mettre d'accord, c'est d'accord. Donc, il en va exactement de même dans les sciences de laboratoire, c'est pas du tout quelque chose de science molle par rapport à des sciences dures. C'est-à-dire des scientifiques aussi, évidemment, font des expériences qui sont susceptibles d'être partagées, c'est-à-dire ils accompagnent toujours leurs expériences de la description du protocole qu'ils vont utiliser pour que d'autres puissent refaire les expériences, ou en tout cas tenter de les refaire, et ensuite ils n'émettent rien qui ne soit ni vérifiable, ni commentable, ni interprétable, ni négociable, ni amendable par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la réfutabilité. Donc évidemment c'est ça une enquête. Une enquête ça suppose non pas d'aller vers une vérité, mais ça suppose effectivement, je pense, d'émettre des propositions ou de pointer des faits
qui puisse faire l'objet d'une reprise, on pourrait dire d'un usage, parce que c'est de ça qu'il est question, sachant que l'usage est toujours quelque chose de libre, hein, qui contient une part d'individualité, donc susceptible de faire l'objet d'une reprise ou d'un usage par un autre. Et comme le disait Peirce, que j'ai cité tout à l'heure, il dit que finalement, l'enquête s'adresse toujours à la communauté future. Je trouve ça très beau. C'est-à-dire toute l'humanité, en fait. Peut-être même les Martiens, si on arrive à rentrer en relation avec eux. Donc c'est la communauté future. Cette communauté n'a pas de limite, a priori. Et donc la question des droits culturels est vraiment importante parce que justement, je pense qu'elle a été bien posée au sens où on n'est pas là à dire « Ah oui, vous avez une identité culturelle, on va la respecter absolument. Cette identité, elle est sacrée, je m'agenouille devant, je l'aime et je ne ferai rien qui ira à l'encontre de votre identité, etc. » Non, les droits culturels, ça commence avec l'idée que la culture est quelque chose de vivant. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est très long, mais l'idée, enfin, on a tendance à considérer la culture comme un bain dans lequel l'individu est plongé à la naissance et dont il va tirer ses caractéristiques principales. En fait, non. Et d'ailleurs, ça a été très bien montré par toutes sortes d'anthropologues. La culture c'est comme la langue, si vous voulez. La langue, vous devez l'apprendre. Un enfant ne s'immerge pas dans la langue, il l'apprend, il va mettre même 10 ans à l'apprendre. Il va bosser pour ça. Et en plus, il va falloir toutes sortes de méthodes, de patience de la part d'entourage, etc., pour qu'il maîtrise sa langue. Mais en même temps, il n'y a pas deux personnes qui parlent de la même façon la même langue. On a tous une voix singulière, un rythme, une manière de poser sa voix, une manière de construire le discours qui nous est singulière. C'est extrêmement singulier, la langue. Donc la langue n'est pas un bain dont on va tous sortir sous le même modèle. Donc ça, c'est vraiment important pour... Les droits culturels sont incompréhensibles si on ne tient pas compte du fait que la culture est quelque chose qui permet à un individu de devenir le membre participant d'un groupe, quel qu'il soit, par l'usage personnel qu'il fait de ressources culturelles communes, qui sont mises à sa disposition. Donc je suis Dimitri, je travaille avec le bruit du frigo et de l'air, je suis architecte et j'avais deux remarques, une sur la notion de forme que Joël tu as abordée et une sur la notion de participation que le monsieur a abordé, la participation des habitants. Alors de ce que j'ai compris de la notion de forme, et je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez avancé. La forme, j'ai pas l'impression qu'il y ait de forme démocratique, ça n'existe pas pour moi ça. La forme, c'est si on s'entend bien sur cette notion d'entité spatiale, c'est quelque chose qui a à voir avant tout, on l'a abordé tout à l'heure avec les sensations, et c'est pas que quelque chose qui a à voir avec l'intellect, c'est quelque chose aussi qui a à voir avec son animalité, c'est le chemin qu'on se fraye dans cet espace-là, et tout espace est porteur d'un potentiel, et dans tout espace on peut en faire quelque chose, il n'y a pas d'espace qui préfigure vraiment une notion démocratique ou pas. La preuve, c'est que des villes qui ont été construites au nom d'une démocratie deviennent les lieux d'une dictature, et donc c'est Brasilia par exemple, ou des choses beaucoup plus simples d'un quotidien, un miroir d'eau à Bordeaux qui est fait pour être la relation spéculaire au pouvoir municipal, devient un lieu de villégiature et de jeu pour la population. Ça c'était un premier point. Deuxième point sur la participation habitante, c'est sûr que tout le temps il y a de la frustration autour de ça parce qu'on peut rarement aller jusqu'au bout de cette rencontre-là. On a parlé de notion de rencontre. À mon avis, il y a quelque chose d'assez essentiel quand même quand déjà on passe de la notion de spectateur, parce que quand même depuis 40 ans on fabrique des villes de service. Quand passe de la notion de spectateur à utilisateur et à acteur de son territoire. Alors acteur, ça peut être plein de choses, hein, mais c'est aussi aider à la construction d'un espace commun. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Merci.